Kozas, regarde cette plante. Il paraît qu'elle aurait des vertus exceptionnelles, en particulier celle de couper toute envie de consommer des drogues. Qu'est-ce que c'est encore, Gladys? Tu pourrais te rapprocher, s'il te plaît? Mais c'est l'iboga. Tu veux te faire initier? Mais non, Kozas. J'ai juste envie de comprendre tout le mystère autour de cette plante. Toujours aussi curieuse, Gladys. C'est bien. Tu en auras pour ton compte encore une fois. Et oui, chers téléspectateurs, occupant une place de choix dans la tradition gabonaise, l'iboga, appelé encore bois sacré, est connu pour ses vertus thérapeutiques, aussi bien dans la médecine traditionnelle que dans la médecine moderne, où il sert, entre autres, à sevrer des personnes qui ont une dépendance aux drogues dures. Seulement, cette plante classée patrimoine national en 2000 par les autorités gabonaises est aujourd'hui menacée. Ces réserves sont confrontées à un énorme trafic qui peut à terme faire disparaître la plante du Gabon. À travers ce numéro donc consacré à l'iboga, nous voyagerons à travers le Bwiti pour comprendre l'usage traditionnel de cette plante. Nous lèverons le voile sur ses vertus thérapeutiques exceptionnelles, mais aussi controversées, et nous mettrons un accent sur les mesures indispensables pour protéger aujourd'hui ce trésor national. L'iboga chez nous est associé traditionnellement aux rites initiatiques, notamment le Bwiti. C'est d'ailleurs une cérémonie d'initiation qui est en train de se préparer sous nos yeux, Kozas. Les initiés, on les appelle les bandits. Et aujourd'hui, c'est une initiée qui va devoir consommer de la poudre de cette racine d'iboga. Tu sais, cette racine, elle contient une substance qui, à partir d'une dose, permet à l'esprit de voyager très loin, et oui, très loin, dans l'au-delà. Et là, on est en train de la purifier. Mais pour revenir à l'iboga, Kozas, il faut savoir que c'est un arbre rare qu'on ne retrouve que chez nous, ici au Gabon. Enfin, presque. Tu as raison, Gladys. L'iboga est un arbre rare. Mais si tu le montes, tu l'arraches, ou plutôt, on arrache les racines, car c'est ce qui intéresse les gens, eh bien, il n'en restera plus. L'iboga, appelé encore Tarbernanthe iboga par les scientifiques, est un petit arbuste des sous-bois endémiques de l'Afrique centrale équatoriale. Il ne pousse que dans quelques pays. En République démocratique du Congo, au Congo-Brazzaville, en Angola, au sud du Cameroun, en Guinée équatoriale et bien sûr au Gabon. Alors, en effet, notre climat offre une biodiversité exceptionnelle. Et en dehors de ces 6 pays, on ne le trouve nulle part ailleurs à l'état naturel. Bassé Kozas, de notre côté, la bandit a fini de se purifier. Maintenant, nous allons poursuivre l'initiation au temple. Mais dis-moi, c'est quoi exactement cette substance magique contenue dans l'iboga? En fait, l'iboga contient une trentaine d'alcaloïdes, c'est-à-dire des molécules qui peuvent soigner. Et parmi ces alcaloïdes, le plus connu, c'est l'ibogaïne.
beaucoup plus concentrée au niveau de la racine et qui est une substance psychostimulante, dans ce sens qu'elle va stimuler le fonctionnement du cerveau en augmentant ses capacités d'éveil. Mais l'ibogaïne est aussi, à partir d'une certaine dose, considérée comme un hallucinogène, du moins du point de vue scientifique. Alors Gladys, vous en êtes où? Comme je te l'ai dit, la suite de la préparation de l'initiation, c'est ici, au Banja. La bandit est entourée de certains de ses proches, c'est-à-dire quelques membres de sa famille et de ses amis. Pour la première fois, j'assiste à une cérémonie bouti. C'est Mabango, un maître initiateur qui va m'aider à en percer tous les mystères. Il me raconte que les pouvoirs de l'Iboga sont connus depuis des millénaires par des pygmées, mais ce n'est que bien plus tard que le bois sacré est entré dans le rituel bouti. Mabongo m'explique aussi que le but de l'initiation est de faire remonter la bandi à l'origine des temps, en revivant les souvenirs des générations qui l'ont précédé, en rencontrant ses ancêtres et en s'intégrant au cosmos. Et c'est la poudre d'Iboga, consommée à plusieurs reprises par la bandi, qui va l'aider à voyager dans ce monde de l'invisible. Mais ces cérémonies peuvent aussi avoir un but curatif. En effet, de nombreux patients comptent sur le pouvoir du rite Bouti pour chasser toutes sortes de maladies, qu'elles soient physiques, psychosomatiques ou d'origine sorcière. La cérémonie peut durer plusieurs jours. L'initié est surveillé en permanence par le tradit praticien. La famille et les amis sont là et eux aussi peuvent consommer un peu de poudre d'Iboga, mais juste un peu, histoire de rester en forme pour les longues veillées qui s'annoncent. La cérémonie du Bouti qui se déroule sous nos yeux tire ses origines des peuples Tsogo et Apunji. Et l'usage de l'Iboga dans le Bouti n'apparaît qu'au XIXe siècle. C'est d'ailleurs la consommation de cette plante qui permet aux initiés de transcender, d'entrer en contact avec l'au-delà et d'avoir des visions. Ce voyage spirituel, souvent rythmé par l'air du mungongo et de la harpe, a donc commencé dans le sud du pays sous la forme du Bouti d'Isumba, dans lequel les initiés communiquent avec les ancêtres pour une cause précise, pour une réjouissance, un décès ou simplement une initiation. Et au fil du temps, le Disumba a donné naissance à deux principaux courants. L'Ongweri, Bouti fond à fort penchant religieux, et le Bouti Misoko à tendance thérapeutique. À partir de ces mouvements, le rite a connu plusieurs autres ramifications. Dis donc Gladys, si tu veux découvrir tous les Boutis, il va falloir voyager à travers tout le pays. Justement, Kozas, ça tombe bien, puisque je suis invitée à une autre cérémonie. Et cette fois-ci, c'est le Bouti Misoko. Bonsoir Bilou. Bonsoir. Alors, quel genre de vision peut avoir l'initié? Il y a plusieurs visions. Il peut répartir, voir son enfance, il peut aussi voir sa naissance et il peut aussi voir son futur. Ah oui? De toutes ces visions, quelle est la plus importante? La plus importante, c'est voir soi-même, c'est connaître soi-même. D'accord. Mais est-ce que tous les initiés ont la même vision? Non, tous les initiés n'ont pas la même vision, mais c'est la même route. C'est la même chose, c'est le même film. Et chacun a sa vision par rapport à son être. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que c'est dangereux pour l'initié? Est-ce que c'était dangereux pour toi? Non, c'était pas dangereux pour moi. Ça, mais si tu consommes des drogues dures, hein, et que tu consommes la drogue dure et que tu prends le Mabora, ça, c'est très dangereux. Je peux vous dire que Gladys va y passer toute la nuit. Parce que pour voyager dans l'au-delà, il faut du temps. Pour les initiés, ça va encore être plus long. Et ça peut durer plusieurs jours parfois. Ça y est, Kozas,
Texas. C'était passionnant de participer à ce rituel. Seulement, la consommation de la racine d'iboga n'est pas anodine. Elle peut provoquer des hallucinations, des accélérations cardiaques. Donc, elle est dangereuse. D'ailleurs, tu as dû le lire dans la presse, des faits divers qui parlent même de cas de décès. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus? Entre-temps, moi, je poursuis l'enquête. Oui, Gladys, tu fais bien de le mentionner. Plusieurs personnes sont passées de vie à trépas en voulant se faire initier au Bwiti ou tout simplement se faire soigner. Le cas le plus récent, celui d'un Gabonais, la cinquantaine révolue, qui aurait succombé dans un temple de Bwiti en Toum après avoir consommé une forte dose de l'iboga ou d'un tout autre produit. Il y a également le cas d'une jeune dame qui aurait trouvé la mort dans un temple à Mandji. Selon l'enquête, les causes pourraient varier, soit un sortilège, soit un état de santé assez critique de la défunte. Et enfin, le sort d'un enseignant a été scellé pendant son initiation au Bwiti. L'histoire raconte même que le regretté aurait déliré avant de succomber. Et les chefs d'accusation qui sont portés sur le maître initiateur viseraient à assimiler ce dernier à un charlatan. Mais, mis à part toutes ces spéculations, moi, je voudrais quand même savoir pourquoi toutes ces victimes. Il se pourrait qu'à la réponse puisse venir des tradis praticiens eux-mêmes. Vous savez que dans toute chose, il y a des coquilles. Il y a beaucoup de tradis praticiens entre griffes qui se sont improvisés à cause de la récession économique. Donc, ils se jettent là-dedans sans avoir reçu l'enseignement nécessaire pour faire face à certaines situations de santé. Alors bien sûr, on peut douter des compétences de ces faux tradipraticiens pour reconnaître les plantes, pour identifier les bonnes variétés d'iboga, car il y en a plusieurs. Et pour ne pas se faire piéger par des espèces qui y ressemblent beaucoup, mais dont les effets sont dangereux pour l'organisme. Sans compter que l'iboga devenant de plus en plus difficile à trouver, ces faux tradipraticiens se livrent aussi à de sulfureux mélanges de bois. Vous savez très bien que l'iboga, il y a toujours, dans les plantes, il y en a toujours une trilogie. C'est-à-dire qu'il y en a 3. Si vous les associez, ça peut devenir toxique. Et il y a des plantes qui ressemblent à l'iboga, mélangées, qui peuvent devenir toxiques. Par exemple, dans nos marchés, ici, il y a des personnes qui ne connaissent pas identifier l'iboga, qui peuvent être tentées d'aller acheter là-bas. Et parfois, ceux-là, parce que c'est pour des raisons mercantiles que ces personnes sont devenues commerçantes, et qu'ils peuvent vendre de l'iboga qui n'est pas sûr. Donc c'est dangereux d'aller acheter de l'iboga dans les marchés. L'année dernière, il y a un monsieur, Nganga de surcroît, qui est allé acheter une plante dans notre marché ici, notre principal marché, et qui en est mort. Parce que quoi, il n'a pas pris le temps d'apprendre auprès de son maître, et il s'est amusé à jouer aux apprentis sorciers. Ben, il a perdu la vie lui-même. Admettons que ce serait un malade qui aurait ingurgité cette potion-là. On en serait venu encore au drame imputé aux tradipraticiens. Et aujourd'hui, l'État a créé une commission nationale de la médecine traditionnelle dans laquelle je fais partie et qui est en train de créer un cadre juridique qui pourra nous aider à essayer de faire le tri dans nos rangs. Le professeur Jean-Noël Gassita, biologiste spécialiste des plantes, est le premier scientifique gabonais à s'être intéressé à l'iboga. Il a son propre point de vue sur le sujet. Ça dépend de l'état de la personne. Parce que quand on va se faire initier, on ne sait pas si on a un foie qui fonctionne bien, si on a un cœur qui est fragile. Mais il peut toujours arriver à tomber sur un problème que vous n'appréhendez pas. C'est pourquoi l'initiateur commence par des petites doses. Et il sait ce que ces doses-là font. Mais un initiateur aguerri, et la plupart des gens qui meurent comme ça, elles étaient déjà malades. Elles viennent s'initier pour savoir l'origine de leur maladie. Plutôt que de guérir, une dose, ça peut entraîner la mort très, très, très rapidement. Si tous ces accidents surviennent, c'est en partie parce que l'iboga devient très rare pour la médecine traditionnelle. Et cela parce que le monde entier se la arrache pour ses vertus thérapeutiques, soi-disant exceptionnelles. Certaines de ces vertus sont reconnues sur le plan scientifique national. Et c'est ici
à l'IFAMETRA qu'on y travaille. Allons voir de plus près. C'est le professeur Bourobou qui me reçoit. Tout d'abord dans l'herbier où sont répertoriées toutes les variétés de tabernanthes. Puis, direction la pharmacie où l'on produit sur place des gélules d'Iboga vendues comme stimulants. L'équipe du professeur m'entraîne ensuite dans les laboratoires où l'on extrait la molécule d'Iboga pour expérimenter par la suite sur des rats. En effet, des recherches explorent l'action de l'Iboga sur l'hypertension artérielle et les résultats semblent déjà très prometteurs. Nous avons pris des rats, nous les avons rendus hypertendus. Voilà. Et là, on a induit en l'animal un extrait d'Iboga. Et comme vous voyez, regardez, la courbe descend. Et cela a montré que l'Iboga a une action sur l'hypertension artérielle. En conclusion, on peut dire qu'avec l'Iboga, on peut fabriquer un médicament pour lutter contre l'hypertension artérielle. Voilà sur quoi on travaille actuellement au Gabon. Mais la molécule de l'ibogaïne est un enjeu incroyable pour la recherche au niveau international. Elle serait capable de couper toute addiction aux drogues dures comme l'héroïne, la cocaïne. Qu'en penses-tu? Figure-toi, Gladys, que les premières recherches sur l'Iboga remontent au XXe siècle, donc au siècle dernier. Mais il y a surtout une date à retenir. 1962, date à laquelle Ovar Lotsov, américain d'origine, a constaté qu'en prenant une certaine quantité d'Iboga, des consommateurs de drogue dure pouvaient guérir de leur addiction en une seule prise. Dis-moi, Kozas, il y a quelque chose que j'aimerais comprendre. Comment une personne qui est sous l'emprise de la cocaïne, par exemple, peut-elle devenir clean du jour au lendemain, comme on dit, c'est-à-dire débarrassée de sa dépendance de la drogue? Eh bien, ma chère, ça s'explique. En consommant l'Iboga, le principe actif, donc l'ibogaïne, vient se poser sur une partie du cerveau, probablement celle responsable de l'éveil. Et il va stopper et absorber toutes les envies du patient à consommer de la drogue. Et nous avons interrogé à ce propos Kenneth Alper, qui est un scientifique américain qui mène actuellement des études sur l'iboga. Destination New York, où ce psychiatre étudie les effets de l'ibogaïne sur des patients addicts aux drogues dures. Nous ne connaissons pas le mécanisme d'action de l'ibogaïne, mais on constate qu'elle arrête cette maladie dramatique et tous les effets liés aux opiacés. On appelle cela la désintoxication. Après la période d'administration de l'ibogaïne, les patients arrêtent souvent de se droguer pour une longue période. La molécule d'ibogaïne n'a pas encore révélé tous ses secrets, ce qui intrigue d'ailleurs les médecins, mais ses effets sont incontestables. Au terme d'une séance unique de traitement à l'ibogaïne, qui peut durer de 12 à 18 heures, un patient sur 3 est libéré de son addiction pendant au moins 6 mois. À la question de savoir si l'ibogaïne elle-même peut créer une dépendance, le psychiatre est rassurant. Je ne le pense pas. Ce n'est pas ce que nous avons constaté. Il y a un dérivé de l'ibogaïne qui est actuellement testé sur des animaux et ils ne se l'auto-administrent pas, contrairement à ce qu'ils font avec des drogues. Beaucoup d'études ont été menées sur l'ibogaïne, mais curieusement, elles ne semblent pas vraiment intéresser les firmes pharmaceutiques. Il y a des études. 2 d'entre elles ont été réalisées sur des groupes d'environ 30 patients. Et elles ont montré avec une grande évidence la désintoxication aux opiacés. Mais vous ne trouverez pas d'études des groupes pharmaceutiques, tout simplement parce qu'il n'y a pas de profit à faire avec l'ibogaïne. Ce cachet scientifique accordé à l'iboga donne du crédit à la plante et permet qu'elle soit légalement consommée dans certains pays. À titre d'exemple, au Canada, l'iboga est utilisé comme un stimulant à l'éveil. En Nouvelle-Zélande, on peut l'acheter sur présentation d'une prescription médicale et son usage est lié au traitement de la dépendance aux drogues. Concernant les recherches,
Des études sont menées dans une douzaine de pays à travers le monde, notamment aux États-Unis, en Israël et au Mexique. En plus des addictions aux drogues, on y explore d'autres disciplines de la médecine à travers lesquelles l'ibogaïne pourrait s'avérer utile. Seulement, d'autres pays, comme la France par exemple, interdisent catégoriquement la consommation de l'iboga. Ils le considèrent comme une drogue, faisant ainsi table rase de toutes ses vertus thérapeutiques. Une situation qui, selon certains, profite au lobby pharmaceutique contre l'iboga. Car il faut savoir, les traitements actuels d'addiction aux drogues rapportent à cette industrie au moins 100 milliards de dollars par an. Mais tu sais, Kozas, certains n'ont même pas attendu que les États et les scientifiques se mettent d'accord sur les propriétés thérapeutiques de l'iboga avant de se lancer de façon anarchique sur sa commercialisation. Ils en profitent même. On en trouve sur le net. Et ils proposent même des cliniques de cure. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui l'explosion parallèle de la commercialisation de l'iboga, notamment sur l'Internet? Il y a 160 millions de dépendants aux opiacés dans le monde. Donc ce sont des gens qui cherchent des solutions pour se désintoxiquer. Et naturellement, ils vont sur Internet, ils tapent iboga ou désintoxication et ils trouvent des émissions, des sites Internet, des tonnes d'articles sur le sujet. Qu'est-ce qu'il faut penser de ces produits, de ces cliniques qu'on retrouve sur le net? Il y a des cliniques qui sont reconnues par l'État dans certains pays, comme en Nouvelle-Zélande, comme en Israël, comme maintenant bientôt en Afghanistan. Il y a des cliniques qui sont reconnues par l'État, qui ont des protocoles de soins, qui sont encadrés par des médecins. Il y a des cliniques qui sont extrêmement sérieuses. Et puis à côté de ça, bien sûr, il y a des dérives avec des cliniques moins sérieuses, sans encadrement médical pointu, parfois même avec des démarches sectaires. Il y a du charlatanisme aussi, bien sûr, il y a de tout. Mais d'où vient tout cet iboga? Principalement, d'après nos recherches, ça provient du Gabon. Donc, on sait qu'il y a des gens qui rentrent au Gabon pour braconner de l'iboga et qui le revendent depuis des pays limitrophes au Gabon. Et du coup, tout ça, ça augmente le cours international de l'iboga? Oui, on observe en 10 ans une augmentation de 800% des prix de l'iboga au Gabon. Ce commerce international n'est pas la seule cause de disparition de l'iboga au Gabon. Il y a aussi le braconnage des éléphants qui sont les principaux disséminateurs des graines d'iboga en forêt. 15 000 éléphants massacrés, c'est 15 000 planteurs en moins. Et puis les traditions sont délaissées petit à petit, donc l'iboga est de moins en moins planté. Alors en conclusion, est-ce qu'on peut dire que l'iboga aujourd'hui est menacé au Gabon? Ah oui, on peut le dire, oui. Moi, j'estime que l'iboga pourrait disparaître du domaine public à horizon d'ici 5 ans grand maximum. Alors là, Kozas, avec l'ampleur que prend son trafic, l'iboga risque de disparaître si on reste les bras croisés. Je suppose quand même que des mesures sont prises pour stopper ce pillage. Eh bien, posons la question à la directrice des produits forestiers non ligneux du ministère de la Forêt. Madame Natacha Ouna, dites-nous comment l'iboga est-il protégé au Gabon? Je pense bien évidemment à la loi 1601 portant code forestier en République gabonaise qui stipule dans son article 14 que nul ne peut, dans le domaine forestier de l'État, se livrer à l'exploitation des produits forestiers sans avoir obtenu une autorisation au préalable délivrée par l'administration forestière. Eh bien, madame, des textes et des décrets, il en existe, mais je crois savoir qu'il y a un traité plutôt assez intéressant. Je pense comme ça au protocole de Nagoya, dont le Gabon est le premier pays signataire, il faut le dire. Ce protocole qui est vu comme un instrument juridique unique qui devrait normalement nous permettre, une fois qu'il est mis en œuvre, à lutter contre ce que l'on appelle la biopiraterie. Quelles sont les stratégies pour lutter justement contre le trafic de l'iboga? Nos missions principales, c'est de faire appliquer la loi. Donc, dans le code forestier, nous parlons de sanctions allant de 500 à 1 million, cela dépend un peu des infractions. Nous sensibilisons également les populations contre les conséquences que serait une surexploitation des différentes espèces iboga, notamment qui pourrait tendre à la disparition de ces espèces. Merci, madame. Voilà, Gladys, tu as la réponse à ta question. Ok, Kozas, c'est déjà un bon début, mais il faut à tout prix que le Gabon se lance dans la culture de l'iboga pour protéger son patrimoine. Il existe, certes, des plantations comme ici, mais elles sont très rares.
Tu imagines, des pays comme le Brésil, le Ghana et la Thaïlande n'ont pas attendu pour le faire. Ce serait quand même stupide, hein, de laisser une richesse de chez nous au reste du monde, hein? Tu as raison, Gladys, mais tu n'as pas parlé de l'État d'Israël qui cultive déjà l'iboga sous serre. Là-bas, la plante ne pousse pas à l'état naturel, mais de nouveaux procédés arrivent à recréer exactement les mêmes conditions climatiques et le même sol que chez nous. Cette façon de faire s'impose à nous, puisque qui dit plantation, dit d'une part exportation dans le monde entier de la racine iboga, aujourd'hui si convoitée. D'autre part, développement de la recherche scientifique, fabrication des médicaments à l'aide de la racine iboga, puis exportation à travers le monde. Et par conséquent, création d'emplois et de la richesse pour le Gabon. Ce serait quand même dommage qu'on passe à côté d'un tel trésor. Il y a donc urgence, Gladys. Tu as raison, Cosas. Du coup, moi, je me lance. Ok, mais surtout, réserve-moi le pain de terre. Je viens te rejoindre. Mais où sont passés mes outils? Bon allez, chers téléspectateurs, ça s'explique spécial Iboga est à présent terminé. N'oubliez pas de nous retrouver sur notre page Facebook et de liker bien sûr. Allez, à très bientôt pour un nouveau Ça s'explique. Bah c'est...